Avec cette histoire de serial killer, vous ne regarderez plus jamais votre médecin de la même manière. Le docteur Harold Shipman a tué potentiellement plus de 250 patients sans jamais être suspecté par la police. Retour sur la folle histoire qui a bouleversé l'Angleterre. Harold Shipman est né en 1946 à Nottingham, en Angleterre. Il grandit dans une famille où l'éducation est très importante. Il a de bonnes relations avec ses parents, mais surtout avec sa mère, Vera. Harold est son petit chouchou parce qu'il est le plus intelligent de ses 3 enfants. Elle le soutient dans tout ce qu'il fait. Sa mère est à la fois son pilier et sa meilleure amie. À l'école, Harold a très peu d'amis. C'est un enfant un peu solitaire qui passe beaucoup de temps à étudier. Il a de grandes ambitions. Un jour, sa famille reçoit une très mauvaise nouvelle. Les docteurs diagnostiquent un cancer des poumons à Vera. Impuissant face à l'état de sa mère qui ne fait que se détériorer, Harold veut absolument tout savoir sur sa maladie et commence à se documenter. Il lit tous les comptes rendus des docteurs et il accompagne sa mère à tous ses rendez-vous. À cette époque, il fait beaucoup de sport pour se vider la tête. Il faut dire qu'Harold a un tempérament plutôt agressif quand il est dans l'intimité. Il se met donc à courir énormément pour se dépenser et pour canaliser cette énergie malsaine. Il peut partir faire un footing pendant des heures. Quand sa mère décède en 1963, il n'a que 17 ans. C'est un véritable traumatisme, mais cette tragédie va faire naître sa vocation. Harold veut devenir médecin pour sauver les autres et pour que personne ne soit aussi triste que lui. Il s'inscrit donc à la faculté de médecine et obtient son diplôme en 1970. 4 ans plus tard, il commence à travailler dans le Yorkshire en tant que médecin généraliste. Mais vous allez voir que sa carrière va vite être stoppée. Il est arrêté en 1975 en possession d'ordonnances de pétidine, un fort calmant pour son propre usage. En fait, comme je vous l'ai dit, Harold fait beaucoup de sport sur son temps libre pour se vider la tête et se défouler. Sauf qu'à force de courir pendant des heures, ses muscles lui font mal. À l'adolescence, il a donc commencé à prendre des médicaments pour calmer ses douleurs et détendre ses muscles. C'est là que son addiction commence. Il devient accro aux médicaments et surtout à la morphine. Il se fait donc ses propres injections. Au bout d'un moment, il est même envoyé dans un centre de désintoxication. Mais il est finalement autorisé à reprendre son activité et de retour au travail, il est souvent dans un état second. Ses supérieurs lui font des remarques et il fait beaucoup parler l'équipe. Il décide alors de changer de centre médical et va travailler à Hyde, une petite ville près de Manchester. Il n'aime pas trop la vie là-bas car tout le monde se connaît déjà. Vous savez, c'est typiquement ce genre de petit village où tout le monde parle sur le dos de tout le monde. Là encore, ses collègues ont du mal avec ses sauts d'humeur. Heureusement, ses patients l'adorent. Ils le trouvent doux, disponible, à l'écoute. Enfin, bref, vous l'avez compris, il a une bonne réputation. D'ailleurs, au bout d'une dizaine d'années, une fois qu'il a bien fidélisé sa clientèle, il ouvre son propre cabinet. Grâce à cette nouvelle organisation, il commence à faire des visites à domicile et c'est là, un soir de décembre, Bianca, une cinquantenaire, est retrouvée morte chez elle par son aide à domicile. Elle vivait seule et souffrait d'une profonde dépression. C'est pour ça qu'elle avait une aide au quotidien qui lui faisait ses courses et venait s'assurer que tout allait bien. Quand elle est découverte, elle est assise sur le canapé, tout habillée. C'est vraiment mystérieux car Bianca est quand même très jeune pour mourir subitement en pleine journée dans ces conditions. Tout le monde pense donc de suite à un suicide. Mais ça n'a pas de sens, car Bianca commençait justement à aller mieux et à avoir les idées moins noires. Lorsque les pompiers viennent chercher le corps, ils trouvent ça un peu louche. Ils appellent donc son médecin traitant pour voir s'il trouve quelque chose. Mais ils sont surpris de voir qu'il s'agit du docteur Harold Shipman, car en réalité, en l'espace de quelques semaines, c'est la 2e fois qu'il récupère un patient d'Harold mort en position assise dans le canapé complètement habillé. Les médecins légistes sont aussi surpris et ils expliquent à leur responsable, Debbie, qu'ils ont des soupçons concernant le médecin. Debbie commence à se pencher sur tout ça et constate elle aussi que les 2 décès abordés par ses collègues sont très similaires. Comment une personne en bonne santé peut-elle mourir du jour au lendemain alors qu'elle est en train de vaquer à ses occupations? Et surtout, pourquoi sont-elles mortes en position assise en plein milieu de la journée dans leur canapé? Elle a aussi l'intuition que quelque chose ne va pas.
et commence à en parler à des médecins de l'hôpital. Ils n'ont jamais travaillé avec Harold Shipman, mais ils le connaissent de nom grâce à sa bonne réputation. Le docteur Reynolds avoue tout de même à Debbie qu'elle a des doutes depuis un moment sur Harold. Elle pense qu'il cache des choses. Debbie et Reynolds commencent donc à éplucher tous les certificats de décès établis par le docteur Harold Shipman. Et c'est beaucoup plus que la normale. Reynolds, qui est en poste depuis des années, n'en a jamais fait autant. Et le plus frappant dans tout ça, c'est que le nombre de décès a considérablement augmenté en très peu de temps. Le corps médical de l'hôpital se réunit donc pour discuter de ce cas. Pendant la réunion, ils partagent tout ce qu'ils ont pu rassembler. Des feuilles statistiques, des chiffres sur les taux de mortalité, des données comparant leur cabinet médical au sien. Et ce qu'ils découvrent leur glace le sang. Ils s'aperçoivent que le docteur Harold a fait 4 fois plus de demandes de crémation que tous les autres médecins du centre-ville, alors qu'il a seulement un tiers de leur clientèle. Alors je suis pas le meilleur en maths, mais là clairement, les calculs ne sont pas bons. En voyant ça, le docteur Reynolds comprend qu'elle doit vite faire un signalement à l'ordre des médecins. Très vite même, car pendant qu'ils sont en réunion en train de se pencher sur son cas, Harold Shipman est toujours en train de sévir en continuant ses visites à domicile. Et c'est bien pendant cette fameuse réunion que Martha décède. C'est une femme de 88 ans et comme la plupart des personnes âgées, elle a une routine quotidienne très stricte. La sienne est d'appeler 2 fois par jour sa fille, une fois à 9h du matin et une fois à 18h. L'appel du matin s'est hyper bien passé et Martha était d'ailleurs très enjouée. Par contre, celui du soir n'a jamais eu lieu car elle n'a pas répondu. Sa fille, inquiète, s'est rendue chez elle et a trouvé sa mère morte assise sur le canapé entièrement habillée. Elle appelle alors les secours et Harold Shipman, qui est le médecin de sa mère. Harold l'examine et confirme que la mort de Martha est due à la vieillesse. Toute la famille accepte la situation car elle a effectivement un âge avancé. Mais là, ça en est trop pour les médecins de l'hôpital qui décident à l'unanimité de signaler leur découverte à la police, statistiques à l'appui. Sauf que problème, la police n'est pas très motivée à l'idée de commencer à mettre le nez dans les affaires d'Harold Shipman. Il est trop respecté en ville pour commencer une enquête sans réelle raison. La police mène donc des recherches vraiment très superficielles. Il demande aux médecins de l'hôpital de retourner travailler et de ne divulguer aucune information sur le sujet. Ils ne veulent pas que la rumeur se répande. Juste au cas où quand même, ils vont vérifier si Harold a déjà reçu une plainte dans sa carrière. Mais ce n'est pas le cas. Aucun rapport négatif ne le concerne. Il n'y a que du positif sur lui. Ils vont, en plus de ça, essayer de se documenter et trouver eux aussi des statistiques. Ils se rendent en mairie pour obtenir les registres de décès de chaque cabinet médical et faire à leur tour des comparaisons. La police reçoit 2 listes pour le cabinet du docteur Harold et tout a l'air normal. Les chiffres ne sont pas du tout alarmants, voire même inférieurs aux autres. Ils se disent que les autres médecins sont sûrement jaloux de son succès. Ce qu'ils ne savent pas à ce moment-là, c'est qu'en réalité, il n'existe pas 2 listes pour le cabinet du docteur Harold, mais bien 4. Leur erreur, c'est qu'ils ont demandé pour le cabinet du docteur Shipman les demandes de crémation. Les listes reçues concernent donc seulement les patients qui souhaitent être incinérés. Sauf qu'il y en a beaucoup d'autres. Ne voyant pas le problème, l'affaire est officiellement classée. Harold Shipman n'est pas un psychopathe qui tue ses patients. Les médecins sont étonnés de cette nouvelle, mais soulagés d'avoir eu tort. Sauf que les mois passent et la supercherie continue. Harold rend visite à une patiente de 81 ans, c'est Kathleen, une femme très riche qui a du pouvoir, puisqu'elle a été la maire de la ville pendant des années. Elle est restée très active pour aider la commune et son dévouement fait qu'elle est aimée de tous. Ce jour-là, elle attend le docteur Shipman pour un bilan sanguin. Elle est ensuite attendue à l'association pour servir des repas aux plus démunis, sauf qu'elle ne se présentera jamais à son poste. Les équipes sur place sont inquiètes et passent donc chez elle s'assurer que tout va bien. Ils forcent la porte car personne ne répond et ils la découvrent morte, sur son canapé, entièrement habillée pour le travail. Une fois de plus, le docteur Shipman déclare, comme toujours, une mort de vieillesse. Les proches de Kathleen sont tristes, mais soulagés de savoir qu'elle est partie d'une mort naturelle, sans souffrance. Sauf que là, il commet une erreur monstrueuse. Et vous allez voir que ce n'était pas la bonne personne à tuer ce jour-là et que les ennuis ne font que commencer pour Harold Shipman. Quelques semaines plus tard, l'avocat de Kathleen contacte sa fille car il a remarqué quelque chose de très suspect sur le testament. Kathleen aurait écrit qu'elle voudrait léguer son argent, ses biens, ses bijoux et sa maison à Harold Shipman, son médecin traitant. Et le plus bizarre, c'est qu'elle ne laisse pas grand-chose à sa propre fille. On parle là de grosses sommes d'argent. Tout a été changé 2 semaines avant son décès. C'est quand même très étrange. Sa fille est choquée car elle s'entendait très bien avec sa mère et qu'il n'avait jamais été question de partager avec qui que ce soit l'héritage, encore moins une personne hors du cercle familial. L'avocat lui demande alors de venir pour examiner de plus près ce testament, car beaucoup de choses lui semblent suspectes et incohérentes.
Déjà, elle ne lui lègue que sa maison, alors qu'elle en a deux, et la seconde n'apparaît nulle part. Encore plus étrange, il y a beaucoup de fautes dans ce testament. Or, sa mère est très douée en orthographe. Autre détail surprenant, le testament est tapé à la machine à écrire, mais Kathleen rédige toujours tout à la main. Maintenant, sa fille en est sûre. Ce n'est pas elle qui a rédigé son testament. Ni une, ni deux, elle file à son domicile pour retrouver des lettres et des chèques afin de comparer les signatures. Et là, c'est clair et net. Ce ne sont pas les mêmes. Celle du testament n'est pas fluide. On voit bien qu'elle est comme tracée. Et comme le docteur Shipman est présent sur le testament, il se retrouve dans le viseur de toute la famille. L'avocat contacte directement la police. Une deuxième enquête est donc ouverte contre le docteur Harold Shipman. Et cette fois-ci, une chose étrange est tout de suite mise en évidence. Aucun prélèvement n'a été envoyé au laboratoire ce jour-là, alors que la patiente avait rendez-vous avec le médecin pour un bilan sanguin. Avec les soupçons précédents et cette information suspecte, les enquêteurs veulent absolument faire une autopsie sur le corps de l'ancienne mère. Le problème, c'est que les funérailles ont déjà eu lieu et qu'elle est enterrée. La famille est alors outrée par cette demande, mais ils savent qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent des réponses à leurs questions. Si Kathleen a été victime d'un meurtre, il faut faire le nécessaire pour lui rendre justice. Ils acceptent donc de déterrer le corps pour que toutes les analyses soient pratiquées. Là, c'est la douche froide. Ok, il n'y a aucune trace de violence sur la dépouille, mais le rapport de toxicologie fait tout basculer. Kathleen a un niveau très élevé d'héroïne diamorphine dans son organisme. Elle n'aurait jamais consommé de drogue par elle-même, donc quelqu'un lui a injecté, et vu la dose, c'était clairement pour la tuer. Il faut être du corps médical ou avoir un contact dedans pour se procurer un tel produit. Là, forcément, tous les regards se portent une nouvelle fois sur le docteur Shipman. Sure you've had enough time to take a decent photograph. Is it possible for you just to say anything at all? Back into surgery to do my surgery. But you have said you have. La police se rend à son cabinet pour saisir ses affaires personnelles et il trouve, comme par hasard, une machine à écrire qui les ramène au poste pour retaper le mystérieux testament de Kathleen. C'était frappant de voir à quel point chaque ligne est identique. Tout est exactement pareil. La couleur, le type d'encre, la typo, l'espace entre les lettres, bref, il n'en faut pas plus à la police pour le confronter. Le problème, c'est qu'on est dans une toute petite ville où tout se sait très vite. Les journaux se sont donc vite emparés de l'histoire et c'est devenu une affaire nationale. On assiste à une véritable tempête médiatique autour des agissements du docteur. Comme la police ne veut pas avoir affaire aux journalistes, elle demande à Harold Shipman d'aller directement au poste pour discuter. Et ce qui est dingue, c'est qu'il vient sans hésiter. Il l'interroge plusieurs heures et ils ont face à eux un type froid et distant. À chaque question, il répond simplement par, sans commentaire. Il n'a jamais essayé de se défendre ou de se justifier, donc l'enquête fait du surplace. Mais ça n'a pas empêché les enquêteurs de fouiller et de comprendre enfin son mode opératoire. En fait, le docteur Shipman administrait une dose létale de morphine ou d'héroïne à ses victimes, puis ils signaient leur certificat de décès tout en falsifiant leur dossier médical pour que la mort soit toujours justifiée par un mauvais état de santé. Il y avait toujours deux dossiers. Un papier, lorsqu'il se rendait chez les patients pour le remettre à la famille, et un dossier en ligne qu'il tapait de chez lui sur son ordinateur. Et vous l'avez compris, les deux documents étaient totalement différents. Celui en ligne comportait toujours des éléments liés à des symptômes d'AVC ou d'attaque cérébrale pour que ce soit le plus crédible possible. En découvrant ça, la police passe alors en revue tous les dossiers liés au décès des patients du docteur Harold Shipman tout au long de sa carrière. Chaque mort est une victime potentielle de meurtre. Alors, vous imaginez bien que le travail a été long et fastidieux. Et il était loin d'être facile car le docteur avait une clientèle âgée. C'était difficile de savoir s'il s'agissait d'une mort naturelle ou non à chaque fois. Surtout que certains étaient décédés depuis longtemps. Donc les analyses n'auraient mené à rien. Sans parler de ceux incinérés où toute trace a été réduite en cendres. Au total, la police aura trouvé 14 victimes potentielles du médecin, toutes mortes par une dose mortelle de diamorphine. Il est dès ce moment-là considéré comme un docteur serial killer. Il est mis en prison en attendant que l'enquête se fasse et que le procès ait lieu. Les enquêteurs récolteront pas moins de 2500 témoignages, confirmant qu'il s'attaquait surtout à des personnes âgées. Sa victime la plus jeune est néanmoins un homme de 41 ans. Les langues se sont déliées et en recoupant tous les témoignages, le docteur Harold Shipman est suspecté d'avoir commis plus de 250 meurtres. Le procès se passe en janvier de l'an 2000 et le docteur Harold Shipman ne cessera de clamer haut et fort son innocence. Il sera tout de même reconnu coupable de 15 assassinats et sera 15 fois condamné à la prison à vie. Autant vous dire qu'il n'est pas prêt de revoir le monde extérieur. Face à ce verdict, les habitants de la ville de Hyde sont profondément choqués par cette histoire. Certains s'en veulent de lui avoir fait confiance et de l'avoir accueilli, d'autres restent persuadés de son innocence tellement il apprécie. Ils ne le pensent pas capable d'une telle atrocité. À la suite de cette affaire,
la législation britannique relative à la santé et aux médicaments a été modifiée pour éviter que des doses de morphine si importantes puissent être utilisées sans surveillance. En 2004, il est retrouvé pendu dans sa cellule de prison. Il n'aura jamais admis ou expliqué ses crimes. Depuis, les théories se sont accumulées. Certains pensent que le docteur Harold Chipman a tué autant de monde parce qu'il n'a jamais accepté le décès de sa mère. D'autres imaginent qu'il s'en prenait aux patients les plus demandeurs, ceux qu'il appelait pour des bobos sans importance et qui lui faisaient perdre son temps. Pendant l'enquête, des experts en psychologie ont tenté d'explorer le psychisme d'Harold, mais ils n'ont jamais réussi à trouver d'explication satisfaisante. Ce qui est clair, c'est qu'il aimait tuer en utilisant ses compétences de médecin et qu'il se servait de son statut prestigieux et respecté pour brouiller les pistes. Alors selon vous, le docteur Harold Chipman a-t-il un nombre de victimes dépassant les 250 ? Pensez-vous que les médecins de l'hôpital auraient dû le confronter avec toutes les données récoltées ? Quelqu'un aurait-il pu l'arrêter plus tôt ? Donnez-nous votre avis en commentaire. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau dossier sensible.